Mère, l'espèce nouvelle, chapitre 6, un voile. Ce changement de perception de la matière, brusque ou lent, individuel ou plus général, doit nécessairement s'accompagner d'un changement dans la manipulation de la matière, un changement considérable. Après tout, il n'y a pas de différence essentielle entre le singe qui ronge une liane avec ses dents et l'homme qui découpe un arbre avec une scie électrique. Tous deux se servent d'un mécanisme. L'homme, c'est la perfection du mécanisme. La différence peut nous paraître formidable dans ses effets, mais essentiellement, une intelligence s'applique à la matière et trouve des moyens ou des instruments de plus en plus perfectionnés, un bras musclé ou une pince électronique. La matière reste la même, on l'a seulement violentée d'une façon plus ou moins judicieuse, où on s'est servi de quelques-unes de ses forces arrachées par une mécanique de plus en plus compliquée. Nous sommes parfaitement et complètement les héritiers du singe, sauf par une illusion qui nous fait croire à une supériorité, laquelle est en train de s'écrouler sous le poids même de la formidable mécanique que nous avons inventée. Même dans notre chair, il n'y a pas de différence appréciable. Le fonctionnement physiologique du singe et le nôtre sont identiques, encore que le nôtre se soit considérablement détérioré justement sous le poids de la mécanique. Nous sommes devenus un peu trop intelligents, nous allons dire un peu trop super singes. On se demande pourquoi on parle de surhomme. Où est l'homme, tout simplement ? La prochaine bifurcation évolutive sera radicale, c'est-à-dire qu'elle va nous faire totalement sortir de ce singe-là, même amélioré, pour nous faire entrer peut-être dans l'homme vrai. La création supramentale. L'homme, c'était l'amélioration des procédés du singe. Le prochain homme, ce sera l'homme sans procédé. Il n'y aura plus qu'un procédé, entre guillemets, si l'on peut dire, c'est la conscience. Mais l'univers entier n'a jamais cessé d'être un procédé de la conscience, ou plutôt un fait de la conscience, qui nous a été voilé par le développement de ce succédané de conscience que nous appelons le mental. Ne comprenant plus rien et ne voyant plus rien du phénomène fondamental de l'univers, nous avons été naturellement obligés de recourir à des moyens, des instruments, des trucs, des paires de lunettes diverses pour toucher extérieurement ce que nous ne pouvions plus toucher directement par la conscience, de conscience à conscience. Même un enfant comprend cela. En tout cas, la petite Mira comprenait très bien l'aspiration d'une plante, le mouvement d'une bête, la vibration d'une pierre. Sa conscience touchait la même conscience partout. Bien entendu, il n'y a que cela. On se comprend très bien par cela et en cela, à 10 000 kilomètres ou à 20 centimètres, comme s'il n'y avait pas de séparation. Et il n'y a pas de séparation, sauf dans notre aimable cerveau intelligent qui tout d'un coup s'est cru plus intelligent que toutes les petites cellules du monde. Mais enfin, c'était un passage nécessaire de l'évolution. Et dire que nous croyons que tout ce labeur évolutif, c'était seulement pour faire des rhapsodies hongroises ou en bleu et envoyer de jolis garçons sur la lune. Nous avons une piètre idée de notre avenir. Mais si nous comprenions un peu mieux le fonctionnement du prochain homme, cela nous aiderait peut-être à le fabriquer. C'est la grande grâce de Mère et de Sri Aurobindo, en vérité, de nous aider à voir dans notre propre avenir,
La forêt est immense, ou semble immense, et nous ne savons pas quand nous émergerons au bout dans cette Amazonie complète, supramentale, mais le fait de savoir ce qu'il y aura au bout peut nous aider à faire la traversée plus vite. Ce qui manque toujours, c'est de voir. On ne peut pas réaliser ce qu'on ne voit pas, c'est inexistant dans les limbes, mais dès que l'on voit un peu dans sa conscience, c'est comme un premier pont qui est jeté et les moyens s'élaborent presque automatiquement, presque nécessairement, pourrions-nous dire. Le miracle des pionniers, c'est d'arracher la nouvelle vision là où il semblait ne rien y avoir. Maintenant, c'est à nous de voir et de faire pousser cette nouvelle vision dans notre substance. Mais peut-être qu'elle est en train de pousser toute seule, alors disons, de l'aider à pousser plus vite. Or, dans cette vision du 3 février 58 à bord du paquebot supramental, qui est la traduction imagée de cette prochaine matière, la vraie matière, la matière consciente, celle qui nous est voilée justement par le mental, il y avait quelques détails fort intéressants que nous répétons. Il y avait une seule substance en toute chose, que ce soit les objets à bord de ce bateau, le bateau lui-même, ou même les êtres de haute taille sur le rivage. Et en effet, il nous paraît bien, même scientifiquement, que toute la matière est une seule substance. C'est seulement nous qui avons mis des différences de peau et de cravate et de religion sur quelque chose qui se meut ou devrait se mouvoir tout uniment. Et tout grince justement parce que ça ne se meut pas uniment du tout, c'est bloqué, intercepté, dénaturé par la fallacieuse différence de cravate et le reste, et bouché, sans communication. Les marxistes ont très bien vu cela, la fausseté de la séparation et de la division, et c'est pourquoi nous avions dit qu'ils étaient plus près du sens évolutif que bien des spiritualistes qui veulent rétablir l'unité là-haut, dans les nuages, ou des idéalistes qui font de grands discours unitaires assez vains, parce que leur unité se tisse ou tente de se tisser dans le mental, là où l'unité ne peut pas se faire. C'est dans la substance qu'elle peut et qu'elle doit se faire, et c'est l'erreur des marxistes de croire que cette unification peut se faire encore comme des super singes par des moyens extérieurs, des procédés comprimants, des mécanismes sociaux. On transplante éperdument le mécanisme partout. Alors que le prochain homme est l'homme sans mécanisme. L'unité ne peut se faire qu'au niveau de la matière consciente, parce que c'est la seule chose une au monde. Mais il faut qu'elle devienne consciente. Ou plutôt, que nous retirions ce qui l'empêche d'être consciente, ou ce qui nous empêche de nous apercevoir de sa conscience et de la manipuler en conséquence. Or, cette unique substance en toute chose changeait la qualité de sa vibration suivant les besoins ou les usages. Les êtres de haute taille sur le rivage semblaient n'avoir pas d'ossature et pouvoir prendre des formes selon leurs besoins. Et même à bord de ce bateau, quand un changement devait être effectué, il se faisait non par un moyen artificiel et extérieur, mais par une opération intérieure, par une opération de la conscience qui donnait forme ou apparence à la substance. La vie créait ses propres formes. Voilà qui est extraordinairement nouveau. Et nous pourrions dire extraordinairement logique, naturel pour une fois. Au lieu de faire un tableau, une imitation de vision, une traduction à coups de marteau, de ciseaux et de pince, c'est de quelque chose que l'on voit, c'est vu, c'est fait. C'est la vision qui fait. Ce qui se passe dans la conscience ici
se traduit automatiquement dans la substance là, parce que c'est la même conscience, la même substance consciente qui se modèle suivant les besoins, les sentiments, les moments. Une vie constamment neuve et renouvelée et renouvelable qui n'est enfermée dans aucune autre forme que celle d'une beauté qui change et se développe et s'imagine sans cesse. La seule limite au fonctionnement de cette nouvelle substance est la limite de notre propre qualité de vision et de notre propre qualité de conscience. C'est-à-dire que personne ne peut tromper personne. Si vous êtes gris, vous ne produisez que de la grisaille, vous ne pouvez pas améliorer cela avec quelques cravates, diplômes et comptes en banque. On se ressemble parfaitement. Le monde que l'on fait est à l'exacte semblance de notre qualité d'âme. Les moyens que l'on a sont à l'exacte mesure de notre pouvoir de rayonnement, si l'on peut dire. C'est-à-dire un monde vrai, pour une fois. C'est pourquoi Mère disait que le monde supramental serait la manifestation hiérarchique parfaite, spontanée, essentiellement vraie, et sans coercition d'aucun genre, où chacun aura conscience de sa perfection propre. Quelle coercition! On est soi-même sa propre coercition. Et l'appel spontané de tout être, alors, n'est pas d'acquérir de faux moyens extérieurs, de faux pouvoirs et de faux succédanés de conscience, mais de grandir intérieurement, de se parfaire intérieurement, de développer sa qualité et son pouvoir de rayonnement pour, sans cesse, modeler une vie et un milieu qui grandissent, eux aussi, selon sa propre vision. On se différencie par la qualité d'âme, ou disons la qualité vibratoire et l'étendue du rayonnement. Car le supramental n'est pas un milieu où tout le monde se ressemble. Ici, dans la fausse matière régie par le mental, nous confondons constamment l'unité et l'uniformité. Nous mécanisons l'unité vraie, essentielle, pour en faire une égalité mécanique, rabotante et stéréotypée. Mais c'est une affreuse caricature. Parce que nous ne connaissons qu'un moyen de faire l'unité, c'est de tout raboter. Ceux qui ont la tête au-dessus, on la leur coupe. Et ceux qui sont trop petits, on les pousse par en bas. Mais cela ne fait rien de bon, disait-elle simplement. La loi même du monde est une loi d'unité dans la diversité. Il n'y a pas deux feuilles qui se ressemblent sur un même arbre. Mais l'unité, elle n'est pas dans l'expression et la manière d'être, elle est dans la conscience et la substance. Et comme nous ne sommes pas conscients de la conscience vraie, pas vivants de la substance vraie, nous sommes constamment obligés d'employer de faux moyens pour agir sur une fausse substance et une fausse vie. Et tout est faux, tout est instantanément faussé. On fabrique des moyens par incapacité d'être. On réglemente les moyens par incapacité d'être. On mécanise par incapacité de toucher au mécanisme vrai du monde. Mais dans l'unité vraie, supramentale, de la conscience et de la substance supramentale, tout est un jeu infiniment varié d'une seule chose. Alors, cette seule chose n'est pas en compétition avec elle-même. Les pieds ne sont pas l'ennemi des bras. Ils n'ont pas besoin de copier les gracieusetés du métacarpe. C'est un seul corps, dans une infinie diversité. Comment concevez-vous la vie supramentale ? Demandait-elle aux enfants. Comme un paradis dans lequel tout le monde fera la même chose, de la même manière ?
tout le monde devient des anges qui jouent de la harpe? Ce serait un monde terrible. Personne n'a besoin de se ressembler dans le monde supramental. Personne n'a besoin de faire mieux que le voisin ou d'avoir plus que le voisin. Chacun est son propre modèle et a la parfaite joie complète d'exprimer ce qu'il est. C'est sa joie à lui d'être lui, tout simplement. Mais comme c'est un monde vrai, non un monde fossilisé, chacun a conscience que la perfection grandit, que la beauté grandit, que la vision grandit, la joie grandit, et qu'il y a une manière toujours plus vaste d'exprimer le mode d'être particulier que chacun représente dans la totalité universelle, tout en ayant essentiellement la joie de tout ce qui est dans l'univers, parce que c'est un monde où tout est un réellement. Il y a encore beaucoup de choses à inventer, inimaginables par nos mesures actuelles. Et finalement, notre faux monde est avalé par les moyens qu'il faut pour vivre. On ne vit rien du tout. On fabrique des moyens pour tenter de vivre une vie illusoire qui ne se vit jamais. On fait ça pour avoir ça. Rien ne se vit à la seconde spontanément. On tend toujours, constamment, vers quelque chose qui est toujours plus tard, toujours après, quand, plus loin, là-bas. C'est l'artifice qui avale l'artifice. Le procédé s'engouffre lui-même. La différence la plus essentielle entre notre monde et le monde supramental, et c'est seulement après être allé là-bas consciemment, avec la conscience qui fonctionne généralement ici, que cette différence m'est apparue avec ce que l'on pourrait appeler son énormité. Tout, ici, excepté ce qui se passe au-dedans et très profondément, m'est apparu comme absolument artificiel. Aucune des valeurs de la vie ordinaire, physique, n'est basée sur la vérité. Et de même que pour nous vêtir, nous sommes obligés de nous procurer de l'étoffe et de nous coudre des vêtements, de les mettre sur notre dos quand nous voulons les porter, de même pour nous nourrir, nous avons besoin de prendre des choses extérieures et de les mettre au-dedans de notre corps pour être nourris. Pour tout, notre vie est artificielle. Une vie vraie, sincère, spontanée comme dans le monde supramental, est un jaillissement des choses par le fait de la volonté consciente, un pouvoir sur la substance qui fait que cette substance s'accorde à ce que nous décidons qu'il doit être. Et celui qui a le pouvoir et la connaissance peut obtenir ce qu'il veut, tandis que celui qui ne les a pas n'a aucun moyen artificiel de se procurer ce qu'il désire. Dans la vie ordinaire, tout est artificiel. Suivant le hasard de la naissance, de la situation, vous avez une position plus ou moins élevée ou une vie plus ou moins confortable, non pas parce que c'est l'expression spontanée, naturelle et sincère de votre manière d'être et de votre besoin intérieur, mais parce que le hasard des circonstances de la vie vous a mis en contact avec ces choses. Un monde absurde parce qu'il est artificiel. N'importe quel imbécile a plus de pouvoir s'il a plus de moyens pour acquérir les artifices nécessaires. Tandis que dans le monde supramental, plus on est conscient et en rapport avec la vérité des choses, plus la volonté a de l'autorité sur la substance. L'autorité est une autorité vraie. Si vous voulez un vêtement, il faut avoir le pouvoir de le faire, un pouvoir réel. Si vous n'avez pas ce pouvoir, eh bien, vous restez nu. Aucun artifice n'est là pour suppléer au manque de pouvoir.
Ici, pas une fois sur 1 million, l'autorité n'est une expression de quelque chose de vrai. Tout est formidablement stupide. Ô combien! Et le corps lui-même est un corps vrai. Même le corps prend une forme ou une teinte ou une luminosité qui correspond à notre mouvement intérieur vrai. On ne peut pas truquer, on est ce qu'on est. Et on peut varier aussi suivant les humeurs, les états de conscience ou les rencontres. Il y a des jours où on est comme un oiseau lyre, d'autres jours où on coule comme une rivière argentée, et d'autres où on est de mauvaise humeur. Alors, on n'existe pas. Un monde infiniment fluide, comme une musique vivante qui exprime une perpétuelle tonalité d'âme changeante. C'est une hiérarchie automatique de lumière et de beauté. Et la mort n'est plus, parce que seul meurt ce qui est inconscient, sans lumière propre. Notre monde de la lumière reflétée est un monde mortel. Ici, la lumière est dedans. C'est la substance qui est consciente et qui émane la luminosité de sa propre conscience. Et comment la lumière pourrait-elle cesser d'être lumineuse? Il y a quelque chose dans notre matière telle qu'elle est qui intercepte la vraie lumière de la matière. Qu'est-ce que c'est? Un voile de mort sur autre chose. Peut-être sommes-nous déjà autrement derrière ce voile. Alors il faudrait faire la jonction avec ce déjà autrement. Un voile de mort à traverser. Le mystère. C'est étrange. C'est même très mystérieux et peut-être le cœur du mystère. Il nous semble qu'il y a deux manières possibles et presque radicalement différentes d'opérer le passage de ce corps opaque à ce corps nouveau, de cette fausse matière obscure à cette vraie matière consciente. Ce que Sri Aurobindo et Mère appellent la transformation. Peut-être ne sont-elles pas opposées, peut-être se complètent-elles ou se rejoignent-elles en un point du parcours. Si nous pouvions les définir ou les voir clairement, il est possible qu'un grand voile serait levé. Mais n'est-ce pas, ce n'est pas un problème d'arithmétique que l'on peut résoudre à la réflexion, ce n'est pas un problème mental du tout. Nous pouvons le voir mentalement, mais ce n'est pas là que ça se voit vraiment, c'est dans le corps, c'est là le lieu de passage, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait comprendre. Est-ce que c'est ce corps opaque, ce faux corps, pourrions-nous dire, qui peu à peu, évolutivement, va se désobturer, s'alléger, s'éclaircir, s'illuminer, ou est-ce la vraie matière, la matière telle qu'elle est vraiment déjà, qui va venir à la rencontre de l'autre et prendre la place de l'autre par un procédé qui nous semble incompréhensible, mais qui est peut-être alors d'une extraordinaire simplicité, presque d'une instantanéité, comme quand on tire un voile, une sorte de changement de conscience ou de changement de vision matérielle, quelque chose qui peut être aussi radicalement différent que la vision du papillon est différente de la vision de la chenille. Dans quel sens va se produire le phénomène? De nous à lui ou de lui à nous? Est-ce une évolution ou une révélation?
d'une certaine façon, toute l'évolution est une révélation, en fait, de quelque chose qui est déjà là dans la semence. La révélation est lente, et elle semble passer nonchalamment, interminablement, d'une forme à l'autre. Mais forme veut dire quoi? Une forme, c'est une certaine manière de conscience, un certain mode d'être. Et on va, pas à pas, vers une conscience plus vaste, plus totale. Mais il doit bien arriver un moment, un point de l'évolution où on est au bord de cette conscience totale, où elle est comme prête à percer dans une forme de matière suffisamment affinée, préparée par des millénaires, où, en somme, ce n'est plus tellement une question de changement de forme qu'une question de changement de conscience. Le problème se ramènerait alors à savoir si la vieille forme raffinée peut laisser filtrer cette conscience, si son vieux moule obscur peut s'imprégner, se transformer, ou... C'est là que le mystère. Ou quoi? Ou si la conscience elle-même va produire directement son nouveau corps. Cela a l'air fantastique. Mais en fait, c'est toujours comme ça que les choses se sont produites dans l'évolution. C'est toujours le changement de conscience qui a produit le changement de forme. C'est parce que quelque chose dans la conscience cellulaire du reptile s'est éveillé à un nouveau besoin que le changement s'est produit dans la matière. Et c'est la clé aussi de ce nouveau passage. Mère disait clairement, la vraie transformation est la transformation de la conscience. Tout le reste suivra automatiquement. Sri Aurobindo disait la même chose dans la vie divine. C'est la conscience elle-même qui, par sa propre mutation, imposera et opérera toute mutation nécessaire au corps. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de passer à une autre forme supérieure de la même matière obscure, il s'agit de passer à une autre matière, qui est peut-être la même matière, mais désobscurcie, consciente, et tout le problème se repose. Transformation lente de l'une en l'autre, ou dissolution, pourrait-on dire, de l'élément obscurcissant. Qu'est-ce qui obscurcit? Quel est cet élément? Si nous le savions, tout le problème serait probablement résolu. C'est ce qu'elle allait chercher à tâtons dans son corps quelques mois plus tard. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est le changement de conscience qui produit le nouveau corps, soit par lent éclaircissement, soit par brusque désobturation. Et il est très possible que les deux procédés se rejoignent ou se recourent à un point du parcours, qu'il faille arriver à un certain degré d'éclaircissement interne, arriver à une certaine frontière, peut-être user une certaine frontière, pour que le voile obscurcissant de la fausse matière se déchire. Mais peut-il se déchirer pour un seul individu sans se déchirer pour toute la terre? C'est encore une autre question. La matière est une, nous l'oublions toujours. Tout tourne autour de ce point. Est-ce vraiment une autre matière, inconnue, imperceptible pour nos sens grossiers, ou est-ce la même, éclaircie, transformée? Dans un cas, nous tombons dans le surnaturel, ou en tout cas dans une autre nature, et dans l'autre, c'est l'évolution logique, ou d'une prochaine logique, qui se déroule. Nous croyons que c'est la même, perçue différemment. Mais
pour arriver au point de perception différente, il faut un considérable changement dans la substance opaque de singe améliorée que nous sommes. C'est-à-dire que les deux procédés se recouvrent ici aussi. Et que veut dire ce point de perception différente? Si nous percevons différemment une chose, nous la manipulons différemment. Les microscopes nous le disent, ils ont déjà fait une différence considérable dans la manipulation de la matière. Si nous percevons autrement la matière, nous la manipulons autrement, comme les êtres supramentaux de ce paquebot l'a manifesté et l'a manipulé. Mais ceux qui n'ont pas la perception n'y voient rien, parce que pour eux, la matière est toujours la même matière obscure. C'est-à-dire que l'on pourrait très bien continuer à être apparemment comme on est dans la matière, tout en ayant déjà d'autres rapports, imperceptibles pour les autres, avec cette même matière. Il y a une frontière, un mur de perception à franchir. Il y a toujours ce même mystérieux passage qui semble être le problème du passage collectif, de la perception collective. Et qu'arrive-t-il au vieux corps, qui, lui, est arrivé au point de perception différent? Est-ce que cela va changer visiblement sa vieille structure, ou la changer seulement pour sa propre perception? Mais ça ne peut pas changer visiblement, parce que, justement, ce visiblement est notre fausse perception, notre vieille perception de la matière. Ou alors, ayant élaboré sa nouvelle perception, ayant même peut-être fabriqué son nouveau corps, dégagé sa vraie matière, invisible pour nous, le vieux corps tombe, sa mission accomplie. On disparaît dans la vraie matière. Et il reste seul le nouveau corps qui ne sera visible pour tous que quand tous auront également franchi le mur de perception et également façonné en eux-mêmes, dégagé en eux-mêmes la vraie matière qui est le prochain corps. Ainsi, il se pourrait vraiment qu'il y ait deux mondes l'un en l'autre, un continent dans le continent, qui sont tous deux également matériels, mais l'un retardataire, pourrait-on dire, vieux, périmé, qui se subsiste, et l'autre qui grandit derrière la vieille croûte. C'est aussi loin que nous puissions aller mentalement. Maintenant, il nous reste à regarder l'évolution du problème dans Mère, dans l'expérience de son corps, sur le vif. C'est en quelque sorte le corps témoin du monde, le creuset évolutif, l'exemple vivant de ce qui peut se passer et qui nous aidera peut-être à tous passer. Elle frayait le passage dans son corps. La forêt de mer est décidément très mystérieuse. Elle découvrait elle-même peu à peu le mystère. Elle ne savait pas elle-même à quel point c'était mystérieux lorsqu'elle s'est embarquée. Déjà en 1958, après l'expérience du paquebot supramental, elle disait aux enfants « Quand je vous ai conviés à un voyage dans l'inconnu, un voyage d'aventure, je ne savais pas que je disais si vrai, et je peux promettre à ceux qui sont prêts à tenter l'aventure qu'ils feront des découvertes très intéressantes. » Et ce n'était que le début. Le corps amélioré. En somme, il faut que le corps dégage la vraie matière. C'est lui l'agent évolutif,
le moyen, le pont. Il faut qu'il construise le chaînon manquant. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, il doit travailler dans la fausse matière telle qu'elle est, ou du moins apparaît, et telle qu'il la vit, la sent, l'aperçoit. Puis, il y a un moment où il commence à percevoir autrement. Alors, les moyens de travail changent ou doivent changer. Du moins, nous le supposons. La première partie du parcours, qui nous semble la plus concrète parce qu'elle opère sur la vieille matière, celle qui nous est familière, ne serait qu'une préparation à l'autre chose, mystérieuse, un prétexte ou un moyen de travail pour arriver à l'autre perception. Est-ce bien ainsi? Nous n'en savons rien vraiment, ou rien encore. Nous ne comprendrons vraiment le processus que quand nous ou quand un être sera arrivé au bout. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout, on ne pourra pas dire à quel échelon on est. C'est l'échelon final qui comptera. Alors, c'est seulement celui qui viendra dans quelques centaines ou quelques milliers d'années et qui regardera en arrière, qui pourra dire « il y a eu tel échelon, tel autre échelon, telle réalisation, telle autre réalisation ». C'est de l'histoire, cela. Ce sera une perception historique de l'événement. Jusque-là, nous sommes tous dans le mouvement et dans le travail. Où en sommes-nous et jusqu'où arriverons-nous? Il vaut mieux ne pas trop y penser parce que ça vous coupe les jarrets et on ne peut pas bien courir. Il vaut mieux penser seulement à courir et pas à autre chose. Il faut donc que ce corps tel qu'il est s'affine, s'allège, s'éclaircisse, élargisse même ses perceptions matérielles limitées, perde ses vieilles habitudes animales, sorte de la routine mortelle, un corps amélioré. Le grand cap clair et simple dans cette navigation vers l'inconnu nous est donné en 2 mots par mer. C'est dans la direction d'une obéissance parfaite de la matière à la conscience. Elle nous disait cela en 1970. Par conséquent, c'est quelque chose qui était bien vu, expérimentalement vu. Ici, toute la discipline purement physique de la gymnastique, les sports, etc., a son rôle à jouer. Et c'est pourquoi elle accordait tant d'importance à l'éducation physique dans l'ashram. On peut y adjoindre aussi la maîtrise plus complète que peut donner le Hatha Yoga. Tous les moyens sont bons. Mais en vérité, la toute petite méthode d'une certaine attitude dans et envers les milliers de gestes de la vie quotidienne est une source extraordinairement riche et pour ainsi dire infinie de développement gratuit de la matière, nous l'avons dit, mais il est bon de le répéter, parce que nous avons incorrigiblement besoin de mécaniser tout ce que nous faisons, de faire entrer tout dans une certaine mécanique, même une mécanique de la transformation. Chaque fois qu'on peut faire entrer un peu de conscience dans un geste, on est plus près du but que si l'on a soulevé 50 kg d'haltères pendant 2 heures en regardant dans un miroir si le muscle s'est bien développé. C'est le muscle de la conscience matérielle qu'il faut développer. Il peut se développer en se brossant les dents. Dès lors, un énorme champ de développement possible s'ouvre devant nous. Des résultats contrôlés et dûment enregistrés figurent dans les annales de presque tous les pays. Et s'ils sont exceptionnels, l'exceptionnel peut se généraliser. C'est une question de culture. Maîtrise des fonctionnements vitaux, maîtrise du souffle, maîtrise des battements du cœur, circulation volontaire des énergies à travers le corps, concentration des énergies en un point, suspension des énergies, repos parfait de la transe ou catalepsie yogique, renouvellement des énergies en puisant dans la substance universelle par une sorte d'osmose telle qu'elle existe au premier stade de l'évolution, ou, mieux encore, en tirant l'énergie des régions inépuisables, de la conscience supérieure, etc. Toutes ces maîtrises
conduisent naturellement au premier desiderata essentiel de la transformation: immunité aux maladies et prolongation de la vie à volonté. Car tout ce processus laborieux semble exiger un temps considérable seulement pour arriver au point. En cours de route, un autre développement considérable se produit qui déjà change extraordinairement les perspectives du corps et peut accélérer des millions de fois le laborieux processus. C'est l'ouverture des centres de conscience ou chakras qui sont le relais des énergies universelles à travers les divers étages de notre corps. En fait, les organes physiques et nos divers plexus sont une maladroite traduction ou adaptation matérielle de ces centres d'énergie. Généralement, ces centres ne laissent filtrer qu'un tout petit filet de courant nécessaire à nos opérations animales routinières. Une fois ces centres ouverts, il n'est guère de limite possible au développement du corps, note Sri Aurobindo dans sa manifestation supramentale sur la Terre. Des pouvoirs nouveaux et des moyens de communication nouveaux, universels, ou en tout cas mondiaux, s'ouvriraient dans ce petit corps, désormais branché par ces centres à tous les niveaux possibles de l'énergie et de la conscience universelle. Les distances sont annulées, la vision va partout, la perception va partout. La manipulation des énergies et les moyens d'action aussi s'étendent partout. Même le fonctionnement des organes pourrait changer. Il se pourrait bien, dit Sri Aurobindo, que la poussée évolutive procédât à un changement des organes eux-mêmes, de leur fonctionnement matériel, de leur utilisation, et que l'indispensabilité de leur usage, voire de leur existence, soit considérablement diminuée. Les centres de conscience déverseraient leur énergie dans les nerfs, les plexus, les tissus matériels, et irradieraient le corps matériel tout entier. Dans cette existence nouvelle, toute la vie physique et toutes les activités nécessaires pourraient être alimentées et actionnées par ces instruments supérieurs avec une liberté, une ampleur plus vaste et par des méthodes moins encombrantes et moins restrictives. Ce changement pourrait aller si loin que les organes eux-mêmes pourraient cesser d'être indispensables. Nous sentirions qu'ils sont trop obstructifs. La force centrale aurait de moins en moins recours à eux et finalement s'en dispenserait complètement. Si les choses en arrivaient là, les organes pourraient dépérir par atrophie, être réduits à un minimum insignifiant ou même disparaître. La force centrale pourrait les remplacer par des organes subtils d'un caractère tout différent ou, si quelque agent matériel restait nécessaire, par des instruments qui seraient des réceptacles du dynamisme ou des transmetteurs malléables plutôt que des organes tels que nous les connaissons. Tel est le corps amélioré. Le point de rupture. Tous ces résultats sont possibles à l'échelle des siècles évolutifs. La substance s'affine, les nouveaux caractères acquis peuvent se transmettre héréditairement, une interminable histoire, celle que nous vivons suffisamment douloureusement depuis des ères. Une sorte de surhomme sortirait de ce labeur, pas celui que nous imaginons avec un gros cerveau ni même de gros muscles, mais un corps conscient, vibrant infiniment à tous les messages du monde, pétri d'unité, baignant dans l'unité, maître des forces et capable de faire couler la force en tout point du monde où il pourrait guérir, aider ses frères moins évolués,
influencer les circonstances par le maniement des vibrations qui font les circonstances, harmoniser un peu tout ce chaos douloureux. C'est peut-être un sommet qui nous paraîtrait enviable. Et il est possible en effet que les choses se passent partiellement comme cela. Parce que tout est possible et que l'on peut s'attendre à toutes sortes de transitions ainsi qu'il en fut à chaque étape évolutive. La nature essaye une formule, puis une autre, des milliers de formules dans sa grande pâte à modeler et en tire toutes sortes de modèles bizarres qui survivent ou disparaissent, végètent ou servent de marchepied à une autre formule plus complète, mieux adaptée, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'échelon final de cette transition-là. Je pense, disait Mère aux enfants, que toutes les possibilités sont prévisibles et que toute aspiration sincère et consécration totale aura une réponse, et que les procédés, les moyens, les transitions, les transformations seront innombrables dans leur nature, pas du tout que les choses se feront d'une certaine manière et pas autrement. Mais ce surhomme laborieusement acquis, il serait encore un homme, en mieux. Ce serait le même vieux corps, amélioré. Il continuerait de mourir, comme tous les corps animaux, même s'il arrive dans une large mesure à prolonger sa vie presque à volonté, à mourir presque à volonté, parce que le monde serait encore sous le règne de la mort. La racine de la mort serait là, inchangée. On aurait seulement acquis le pouvoir de la déjouer un certain temps, jusqu'à ce que certains petits clous imprévus viennent nous percer le pied au bord d'un joli fleuve. Et ce sommet enviable, mon Dieu, il nous apparaît un peu comme un gonflement de l'humain, un peu trop humain. Et la nature tend rarement à gonfler indéfiniment une même espèce. Quelque chose comme le bout cosmique de la vieille promenade des péripatéticiens. Peut-être même pourrait-on mettre côte à côte toute la collection des idéalistes du monde, secouer un peu ce joli sac charmant et en tirer l'espèce idéale que la nature essaiera sans doute de réaliser, parce qu'elle est très serviable, cette nature, elle se prête à tous les caprices un peu sincères pendant un certain temps. Mais à vrai dire, tant qu'il y aura la mort quelque part, rien ne pourra être charmant. Tant qu'il y aura un seul homme à mourir, quelque chose en nous mourra un peu et peinera avec lui. Et puis quoi? Vivre 300 ans dans un sac de peau invariable? Pourquoi faire? Une ribambelle de petits-enfants douloureusement améliorables? Il est possible qu'il soit moins nécessaire d'empiler des comptes en banque et des bibliothèques parce que nous aurons peut-être aussi trouvé quelques mécanismes sociaux plus justes et des moyens de connaissance moins bourbeux que nos bibliothèques cérébrales. Tout cela est possible. Et après, il y a quelque chose qui s'appelle la mort et qui est comme la racine de tout le poison du monde. Et il nous semble que tant que cette racine-là ne sera pas dissoute, le monde se réempoisonnera sous une forme ou sous une autre, imprévue aujourd'hui, et qui déjouera finalement tous nos savoirs et toutes nos sagesses et toutes nos améliorations, entre guillemets. On n'améliore pas la pourriture. Il y a un fond de pourriture dans le monde qui décomposera tout en dépit de tous les pouvoirs humains ou surhumains que nous collerons dessus. Le seul problème du monde, c'est la mort. La seule racine à changer, c'est celle-là. Et en attendant, on tourne en rond, on tourne en rond, et c'est quelquefois un cercle de fer, c'est quelquefois un cercle d'or, mais on tourne en rond, on tourne en rond, et les enfants tourneront en rond, et les petits-enfants tourneront en rond, et puis ça continuera, voilà. Comme elle disait bien
cette mer. Peut-être le voyage de mer passe-t-il par là. Aussi bien, Mère et Sri Aurobindo avaient-ils vu une autre espèce, un autre corps, une autre substance, une autre matière qui n'était plus soumise aux règles de la mort. Un monde supramental. Ils l'ont vu, ça existe. Mais comment aller là? Peut-être justement y a-t-il la mort à traverser. Mais où est-elle? Où? La mort, ce n'est pas le cadavre. Ça commence avant, c'est partout. Le cadavre, c'est seulement le résultat. La maladie, c'est seulement le résultat. Et toute la sottise du monde, la folie du monde, c'est le résultat de ce quelque chose. Et si vraiment nous devons attendre des siècles et des corps améliorés, de plus en plus améliorés, pour arriver à la frontière et passer dans l'autre matière, la vraie matière, alors c'est effrayant. La douleur du monde est affreuse. C'est une progression géométrique et cataclysmique de douleur, presque aussi effrayante que le nombre des petits bébés grouillants qui poussent et poussent sur les routes de l'Inde. Ce n'est pas possible. Nous sentons bien que nous arrivons au point du pas possible. Quelque chose doit éclater, quelque chose doit changer, se renverser. Nous n'avons pas besoin de surhomme, vraiment. Nous avons besoin d'autre chose. Nous n'avons pas besoin d'améliorer ou de réglementer notre pourriture. Nous avons besoin d'en sortir, de respirer un autre air. Et comme nous ne croyons pas au paradis, parce que l'évolution ne croit pas au paradis, elle croit à la terre, c'est pour cela qu'elle l'a faite, il faut bien que quelque chose se passe dans cette matière. Pas dans un siècle, mais bientôt, c'est urgent. Quoi? Il faut passer dans cette vraie matière, puisqu'elle est là. Mais qu'est-ce qui la voile? Qu'est-ce qui empêche? Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus attendre que les yeux du monde par millions et milliards se dessillent, si c'est seulement une question de changement de perception. Et qui décrassera ces millions d'yeux qui n'ont pour la plupart aucune envie d'être décrassés, qui jouissent même de leur crasse? Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus fabriquer quelques êtres d'élite qui viendront donner l'exemple au monde. Nous n'avons plus le temps. La grande mort totale est à notre porte. La suffocation est tout à fait suffocante. Il faut déjà être presque héroïque pour continuer à vivre là-dedans quand on est un peu éveillé ou réveillé. Alors, quoi? La question est presque épouvantable quand on la vit les yeux grands ouverts, avec des yeux qui touchent la misère partout, des cellules qui sentent la misère partout. Et puis Mère est partie. Elle a essayé. A-t-elle réussi? A-t-elle raté toute l'histoire? Notre histoire? Puisque tout cela se jouait dans les cellules de son corps, c'était le creuset du monde, le pont pour nous, le passage pour nous. Qu'est-ce qu'elle a fait? A-t-elle fait quelque chose? A-t-elle ouvert le passage? Si nous comprenions, peut-être que cela aiderait à ouvrir le passage en grand. C'est comme une porte qui est là devant nous, presque dans l'air, nous le sentons, et il suffirait de voir où est la porte. Il faut que le phénomène vienne à nous, c'est le seul espoir possible. Il n'y en a pas un sur des millions qui soit prêt à faire l'effort sincère pour aller jusqu'au bout de la forêt, même jusqu'à la lisière de la forêt. Mais tout de même, il doit bien y avoir un acte de notre part qui décèlerait la porte, si on sait où elle est, si on comprend où elle est.
C'est notre voyage à nous, ensemble, dans ce livre, comme à travers la mort, comme vers l'espoir du monde. Trouver la porte. Est-ce qu'il y aura une continuité ou est-ce qu'il y aura une brusque apparition de quelque chose de nouveau? Y aura-t-il un passage progressif entre ce que nous sommes maintenant et ce que notre esprit intérieur aspire à devenir, ou est-ce qu'il y aura une rupture? Est-ce que l'espèce humaine sera comme certaines espèces qui ont disparu de la Terre?